Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons continuer notre analyse des expériences EPR, de type EPR. Nous allons discuter de la simultanéité. Alors, si les deux événements se déroulent sur un intervalle spatial, et donc les mesures de A et de B, on peut les considérer, au moins dans un certain référentiel, comme simultanés. Mais l'ordre temporel dépend de l'observateur, par exemple du point de vue du super-observateur. Selon la vitesse de cet observateur, l'ordre temporel des événements varie. C'est la fameuse relativité de la simultanéité dans la théorie de la relativité restreinte. La simultanéité dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Donc l'ordre temporel dans lequel les deux mesures se font dépend de l'observateur. Ça peut être A qui fait d'abord la mesure puis B ou l'inverse. Et c'est toujours le cas dès que l'intervalle est spatial, donc quand aucun signal ne peut être échangé à une vitesse inférieure ou égale à la vitesse de la lumière entre les deux événements de mesure. Mais nous avons vu que l'état local, par exemple, de la mesure de A de la particule 1 ne dépendait pas du tout de la particule 2. Que la particule 2 subisse toutes sortes de vicissitudes, cela ne change rien à la mise en corrélation de A, de l'état de A avec l'état de la particule 1 et uniquement de la particule 1. Et donc, cet état-là ne dépend pas de l'ordre temporel des mesures. Donc, et il en est de même de B, et puis on rassemble ces corrélations qui aboutissent au résultat final. Donc le tout est cohérent. Mais il est intéressant de le voir de manière un peu plus formelle. Pour le voir, on peut décrire l'état global du système de manière très générale pour tout instant, du début à la fin, et en tenant compte de l'ordre temporel. Pour cela, on va considérer que les mesures se font aux instants TA et TB, tels que mesurés dans un certain référentiel, bien sûr, et on définit une fonction θA du temps qui est égale à 0 si le temps est inférieur à TA et à 1 si le temps est supérieur à TB. Donc c'est une fonction échelon qui vaut 0 et puis qui passe à 1 au moment de l'instant de la mesure. Et on définit de même une fonction θB de t pour l'instant de mesure en B. Dans ce cas-là, l'état global peut s'écrire comme une somme de A0 fois 1 moins θA de t, B0 fois 1 moins θB de t, plus, ici je ne donne que les états de A et de B, pas des particules, etc. Et ça revient au même. Cet état-là, donc, quand θA et θB valent 0, donc avant les mesures, on a les états A0 et B0 pour l'état de A et de B. Et après une mesure, 1 moins θA ou 1 moins θB passe à 0, et donc cette composante-là disparaît. Plus, alors ici la même chose, fois BA fois θB de t, plus la même chose, BA fois θB de t. Alors ça exprime le fait que quand θB vaut 1, c'est-à-dire quand B a fait une mesure, ce θ correspond à une mesure, par exemple, BB ici, à une somme de deux composantes, la composante BA et la composante BB. Plus le même genre de situation pour A, donc AA, θA, fois le thème comme ici, AB, θA. Donc c'est exactement le même avec la mesure faite par A, plus enfin
Quand les deux ont fait leur mesure, AA, θ A, BA, θ B, plus AB, θ A, BB, θ B, qui exprime le fait que quand les fonctions θ sont toutes égales à 1, donc tout le monde a fait sa mesure, on trouve l'état AA, BA, plus AB, BB, donc l'état avec corrélation des résultats. Effectuer une transformation de Lorentz, c'est-à-dire changer d'observateur, passer à une autre variable temporelle d'un autre observateur qui a un état de mouvement différent, revient à faire une transformation de Lorentz. Cette transformation de Lorentz modifie les positions, mais qui n'importe pas ici, et modifie la variable temporelle. Donc, TA devient alors T'A, TB devient T'B, le temps, d'une manière générale, devient T'. Et on peut considérer le cas où TA est inférieur à TB. C'est le cas que nous avions considéré dans l'analyse précédente. Et dans ce cas-là, on voit que le premier terme, le deuxième terme, pardon, disparaît parce que θA passe à 1 avant θB. Donc ces termes-là sont toujours égaux à 0 et il reste exactement les composantes telles que nous avons vues. Avant mesure, après mesure de A, mesure de B et le résultat final à ce moment-là. De même, si θ'a est supérieur à θB, donc l'ordre temporel inversé, dans le cas d'un autre observateur, on obtient la séquence inverse. L'important, c'est que les états locaux en A, en B et en C, l'état initial et l'état final, et sont inchangés. La séquence globale varie, mais localement, les états restent strictement inchangés. On aboutit toujours à la même conclusion. Donc c'est parfaitement cohérent, c'est parfaitement OK. Du point de vue de la relativité, cette expérience est cohérente, elle donne toujours le même résultat, et quel que soit l'observateur considéré. Et donc l'interprétation est parfaitement relativiste, chose que nous recherchions bien sûr au début. Qu'en est-il maintenant du théorème de Bell? Alors, nous n'allons évidemment pas redémontrer le théorème de Bell, ce n'est pas le but. Il n'est même pas nécessaire de considérer les inégalités de Bell. Il suffit de vérifier que les corrélations obtenues sur les mesures correspondent à celles de la mécanique quantique. C'est ce qui est recherché. Et on sait qu'elle viole les inégalités de Bell. Est-ce que cette interprétation garde intactes les corrélations? On a vu qu'on ne changeait pas la mécanique quantique. On garde la mécanique quantique telle qu'elle. Tout ce qu'on fait, c'est analyser les états et les événements selon une méthode relative et relationnelle. Mais on ne change pas la mécanique quantique. Donc, ça doit rester le même. Mais il est quand même utile de le vérifier. Alors, on va considérer un paramètre alpha, qu'on peut voir comme un angle. Par exemple, A et B sont des états de spin mesurés dans une direction bien précise. Et alpha, un angle de mesure. Dans ce cas-là, en plus des états A et B, on a des états A' et B', qu'on peut décrire, alors je vous le donne, ce n'est pas un capital, mais ça peut vous intéresser si vous voulez vérifier. C'est cos alpha fois A' est égal à cos alpha fois A, plus sinus alpha B, et B' c'est moins sinus alpha A, plus cosinus alpha B. On peut bien sûr inverser ces relations pour exprimer A et B en fonction de A' et B'. Je vous laisse chercher si vous êtes intéressé. Ce n'est pas très difficile, on obtient une forme très semblable avec les signes qui changent. Et donc, on a maintenant l'observateur A qui va mesurer
les états A et B, tandis que l'observateur B, lui, va mesurer les états A' et B'. C'est-à-dire qu'il va faire la mesure selon une direction, par exemple du spin, selon une direction différente. C'est le principe que nous avions vu pour l'établissement des inégalités de Bell, par exemple. Les états locaux, alors pour A, c'est inchangé. Après mesure, c'est AA fois A, plus AB fois B. Et pour l'observateur B, là, il utilise A', B', donc B A', A', plus B, B', B'. Mais à ce stade, nous n'avons pas encore parlé de décohérence. Il n'y a pas encore eu décohérence. En fait, la décohérence, nous l'avons considérée au niveau de C. Elle pourrait très bien se produire au niveau de A et de B. Mais, elle ne se produit pas instantanément. Au départ, il y a une mesure, une corrélation. Et de plus, même avec la décohérence, on peut toujours choisir une base quelconque. Nous en avions parlé. Donc, ne considérons pas les bases privilégiées à ce stade. Nous avons un état exprimé dans une base. Et on peut l'exprimer dans une autre base. Et toutes les bases étant équivalentes, en fait, cet état-là est strictement identique à BA. A plus BB, B. Et ça nous rappelle ce que nous avions vu sur la décohérence, justement. Nous avions dit que, dans le processus de von Neumann, à cause de le caractère équivalent de toutes les bases, une mesure qui n'est qu'une mise en corrélation des états de l'appareil et du système, on se retrouve dans une situation où en fait on ne mesure rien. Ou plus exactement, il y a une corrélation de toutes les paires de propriétés. Et on mesure tout. Quand on mesure tout, on ne mesure rien. Et donc l'appareil ne remplit pas sa fonction. Et on avait vu que pour qu'il y ait réellement mesure, il faut que soit il y ait une réduction, si on adopte ce principe, soit la décohérence, qui permet d'expliquer les bases privilégiées. Et donc le fait que la mesure se fait au niveau classique, une fois qu'on regarde les résultats, dans une base bien déterminée. Mais au niveau quantique, le choix de la base est quelconque. Les deux états sont les mêmes. Et donc, si les états locaux sont strictement identiques, l'état global, que nous avons vu, celui du super-observateur, est totalement inchangé. Strictement inchangé. Il s'exprime en fonction, en somme, c'est AA, BA, A, plus le même avec B. C'est ce que nous avons vu, c'est inchangé. Maintenant, on prend connaissance des résultats, en collectant les résultats de A et de B au niveau de C, il y a décohérence, et donc là, on doit tenir compte des bases privilégiées pour déterminer ce que la mesure donne réellement. Donc on doit exprimer ces états-là, cet état-là, en fonction de A' et B'. Au moins, A1, B1, pardon, A1, A2, pour les deux particules. Au moins pour les particules, la particule 2, puisque c'est la particule 2, c'est celle mesurée par B, qui est mesurée dans un angle, avec un angle alpha différent. Et donc, en appliquant les transformations, on obtient cosinus alpha AA BA A1 A'2 plus d'autres termes que je vous laisse calculer si vous voulez. On a besoin que de celui-là ici. Et donc, par exemple, la probabilité de mesurer, c'est B' ici, dans cette base-là, la probabilité de mesurer A d'un côté et A' de l'autre est donnée par le coefficient, c'est-à-dire cosinus carré alpha. Et ça, c'est exactement la corrélation donnée par la mécanique quantique. Et donc, l'interprétation n'altère pas ce résultat de la mécanique quantique comme on s'y attendait.
Et donc, il n'y a aucun problème. Puisqu'elle respecte les corrélations de la mécanique quantique, il y a viol des inégalités de Bell. Donc, quelle est la conclusion de ça? Quelles sont les conclusions de tous ces résultats? Eh bien, ces résultats nous montrent que on a ici une interprétation, l'interprétation relationnelle des états relatifs, qui est locale et déterministe. Locale parce que les seuls états physiques sont des états locaux, avec propagation des informations, des mesures. Elle est totalement déterministe, puisqu'il n'y a pas de réduction. Le caractère probabiliste peut être vu comme subjectif, de la manière que nous avions étudié, et elle respecte parfaitement la relativité restreinte. Attention, la description globale, celle du super-observateur, reste, ou celle d'un état intriqué, même local, reste non séparable. Elle dépend donc du repère considéré dans le cadre relativiste. Mais ça, c'est déjà comme la physique classique. Si je prends une boule de pétanque et que je décris chaque petite partie de la boule de pétanque, je peux le faire, considérer l'état de chaque partie à un instant donné. Cet instant donné, en fonction de la position sur la boule de pétanque, mais dépend de l'état de mouvement. Là aussi, le temps et la simultanéité est relative. Donc on a déjà cette situation, si ce n'est qu'en classique, cette description globale, qu'elle dépend de la relativité ou pas, elle est séparable. Elle n'est pas séparable en mécanique quantique, c'est le seul caractère spécial. Il n'y a pas d'autre interprétation qui soit comme ça. Du moins à ma connaissance, à part l'interprétation de Rovelli, c'est-à-dire l'interprétation relationnelle purement dans l'esprit de Carlo Rovelli. Dans cette interprétation-là aussi, on a ces caractéristiques. Nous l'avions rejeté pour plusieurs raisons que nous avons évoquées, le critère de consistance, le caractère trop dictatorial du rejet d'une vue globale. Mais ces descriptions, ces interprétations restent très proches. Donc seule l'interprétation relationnelle permet une description comme ça, au moins à ma connaissance. Beaucoup de physiciens, de profanes, de passionnés, pensent que la mécanique quantique est non locale, intrinsèquement non locale. Mais tout ceci est la preuve que c'est faux, parce que nous avons un contre-exemple qui montre que les expériences de type EPR peuvent être interprétées localement, avec propagation des états, des informations, etc. Pourquoi tant de physiciens ou de passionnés, ou de profanes, ou d'amateurs pensent que la mécanique quantique est réellement non locale? Ben, c'est dû à beaucoup de choses. D'abord, le théorème de Bell. Le théorème de Bell montre que s'il y a des variables cachées, alors elles doivent être non locales. Et on a parfois tendance à inverser le sens de l'implication et dire, alors, elle est non locale, la mécanique quantique. Non. D'après Bell, seulement quand il y a des variables cachées. Notons que Bell lui-même, dans ses explications, parle de mécanique quantique non locale, intrinsèquement non locale. Il était favorable aux variables cachées. Mais une autre raison, c'est les difficultés conceptuelles de la mécanique quantique. Nous l'avons vu, elle pose beaucoup de difficultés. Quand on regarde l'intrication, je l'ai rappelé au début de la vidéo précédente, c'est bizarre, c'est mystérieux. Et donc, ça rend difficile d'y voir clair. De plus, jusqu'à récemment, il n'y avait pas d'interprétation qui soit locale, déterministe, relativiste, sans variable cachée. Il n'y en avait pas. Il a fallu Rovelli, et puis ma propre mouture ici, pour avoir ça. Donc, forcément, on ne connaissait que des interprétations qui, peu ou prou, à travers la réduction ou d'autres phénomènes, comme les ondes transactionnelles, etc., introduisaient une non-localité, toujours quelque part.
De plus, on adopte l'interprétation de son choix. Les interprétations ne sont pas réfutables. Par construction, on choisit de respecter la mécanique quantique, sauf les quelques exceptions, comme les réductions d'états physiques, les réductions physiques. On adopte la mécanique quantique, on adopte ses résultats expérimentaux, et donc les résultats expérimentaux ne peuvent pas trancher entre diverses interprétations. Elles sont non réfutables, et donc on peut choisir celle qu'on veut. Et rien ne force à choisir une interprétation comme celle-là. Mais il suffit justement qu'on ait une interprétation non réfutable qui montre que c'est local pour que ça soit un contre-exemple de l'idée de non-localité. Dire que c'est intrinsèquement non local, c'est faux puisqu'il y a un exemple qui montre que non. Donc, et alors, un facteur important, les interprétations sont à la frontière entre la physique et la philosophie. C'est vraiment la zone d'ombre entre les deux. Et les préjugés philosophiques qu'on peut tous avoir, on en a tous, même moi, on a tous des préjugés philosophiques, et ceux-ci ont la vie dure, ils ont la vie très dure. Donc, cette idée que la mécanique quantique est intrinsèquement non locale, à mon avis, elle n'est pas prête de changer tout de suite. On en parlera encore longtemps. Longtemps. Donc l'idée que la mécanique quantique puisse être vue comme non séparable au niveau de ses descriptions globales, mais strictement locale, à mon avis, cette idée ne s'imposera pas facilement ni rapidement. Voilà. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons voir quelque chose de plus simple. Nous allons voir l'expérience de Renninger. Ça sera un petit peu un bol d'air frais, avoir une expérience beaucoup plus simple à analyser. Je vous remercie.